Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous pour les débats, pour commenter l'actualité, 0826 300 300 à midi, ce sera André Berkoff qui sera derrière ce micro pour commenter l'actualité aujourd'hui. Laurence Marchand-Taillade, bonjour, présidente de Force Laïque, merci d'être là. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise, votre société c'est AB Consulting. Franck Marguin, bonjour, vous êtes conseiller régional LR d'Île-de-France et nous attendons Virginie Leguet qui est rédactrice en chef adjoint au service politique de Paris Match et qui ne saurait tarder, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embouteillages aujourd'hui dans Paris à cause de la grève. On va évidemment en reparler. Est-ce qu'il faut un vrai service minimum, un service minimum maximum en quelque sorte? On va reparler évidemment de la réforme des retraites là, qui est la principale cause de qui est la cause de cette grève, en finir avec les privilèges des régimes spéciaux. Et puis quand même reparler de Richard Ferrand, parce que je trouve que les médias vont vite, quoi. C'est hier tout le monde en parlait, aujourd'hui on n'en parle plus. Il y a quand même une question on va en parler, qui se pose. On va en parler, c'est pour ça que je veux qu'on en parle. Voilà. Allez, on commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Alexis. Oui. On aurait pu le traiter en sujet d'ailleurs, la victimisation de Jean-Luc Mélenchon. C'est passé un peu inaperçu à cause de l'affaire Ferrand et puis de la grande grève et des difficultés de la journée. Mais il y a eu une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon qui sort un livre, qui a fait une tournée en Amérique du Sud. Alors bon, c'est tout à fait intéressant, mais en réalité, le sujet principal de tout ça, c'est lui-même. Qui se met en situation d'être victime d'un procès politique. Donc il va se comparer à Lula qui lui est quand même en prison, qui a été empêché de se présenter à l'élection présidentielle et donc je pense Alors il le dit quand il dit je ne suis pas en prison, il va dire comparaison n'est pas raison, mais enfin quand même voilà. Et puis là hier il en rajoute une couche avec cette conférence de presse un tout petit peu surréaliste, je trouve, où effectivement il détaille ce dont il pense être victime. C'est-à-dire une forme de persécution du pouvoir et l'utilisation de la justice à des fins uniquement politiques. Et là, je dois dire que ça me dérange à deux titres. Alors le premier titre, c'est que je pense que les Français peuvent attendre autre chose d'un des leaders de l'opposition, que de se préoccuper uniquement de ses problèmes judiciaires, et que en parlant de ça, il parle pas des questions de pouvoir d'achat, des questions d'emploi, des questions d'environnement qui, à mon avis, intéressent plus les Français que les problèmes judiciaires de la France insoumise, même si il considère être victime d'injustice, il a raison de les dénoncer, mais en ne faisant que ça et en centrant les choses uniquement là-dessus, je pense que il perd un petit peu le fil de son engagement, qui est normalement un engagement pour les idées et pour la France. Et la deuxième chose, c'est que qu'est-ce que c'est que cette manie de mettre systématiquement en cause la justice à chaque fois qu'une femme ou un homme politique ou un parti politique est mis en cause? Je rappelle que dans les jours qui précèdent, ou même dans le jour même, il y avait Richard Ferrand qui était mis en examen, que je sache, on ne peut pas être plus proche du pouvoir que Richard Ferrand. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon en vient à dire que peut-être Richard Ferrand est lui-même victime de machination. Alors là, je dois dire que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai du mal à suivre. Et puis, je rappelle aussi que Marielle de Sarnez, François Bayrou, qui sont aussi des gens assez proches du pouvoir, sont également avec aussi le Rassemblement National, enfin, et beaucoup de familles politiques sont dans des comptes à rendre à la justice Balkany, parce qu'ils sont accusés, etc. Je parle même pas de Balkany, mais ça c'est très, très ancien, même si c'est récent, la condamnation va tomber. La condamnation va tomber, mais... Enfin bref, donc ce que je veux dire, c'est que moi j'avais vraiment envie de dire à Jean-Luc Mélenchon que s'il voulait retrouver du crédit, il fallait qu'il sorte de ça et qu'il prenne un peu de hauteur. Et en plus, ça s'est doublé d'une polémique avec Mediapart, où il accuse Mediapart d'avoir caviardé les images. Quotidien, pas quotidien. Pardon. Ou après, ils ont un petit peu mangé leur chapeau. C'était un peu... Oui, mais Quotidien a passé la séquence des 40 minutes. Et moi, je les ai regardés hier, ces 40 minutes. Et je dois dire que c'est pas à l'honneur de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. Voilà. Même s'ils pensent être victimes d'une perquisition injuste, même s'il y a des erreurs de procédure, la manière dont ils s'en prennent aux policiers, la manière dont ils bousculent le substitut du procureur, moi, je suis désolé, ça me choque. Mais c'est un spectacle permanent, quoi. C'est du show. C'est un peu un coup de gueule. Virginie Leguet sur cette... En tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que le show de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas le premier d'ailleurs, se traduit pas dans les urnes. Il semble que l'opinion publique se soit largement détournée de lui et ne le considère plus, depuis la campagne présidentielle de 2017, comme un leader possible. Et ce qui s'est passé lors de cette perquisition, ce dont vous parlez il y a 2 minutes, a été
presque, j'allais dire, le coup de grâce. Jean-Luc Mélenchon est définitivement, me semble-t-il, disqualifié auprès d'une très grande partie de l'opinion publique. Il aura beau faire, beau tempêter, beau s'agacer, beau crier au complot politique. Je pense que le mal est fait et qu'il a bien tort de s'entêter dans cette voie-là, qui est tout le contraire de ce qu'il devrait faire. Franck Marguin. Oui, et puis moi, je voudrais soutenir un peu ce que dit mon collègue Alexis. À un moment donné, un grand leader politique, parce que je pense que quand même M. Mélenchon est un grand leader politique, avec un grand parti derrière lui, on arrête de faire du populisme qui jette le doute sur la justice française. Enfin, moi, je vous le dis ici sur ce micro, je pense qu'à force de jeter l'anathème sur la justice, à force de jeter des doutes sur la justice, on va arriver à des gens qui ne croient plus en leur système judiciaire et qui vont faire une chose, qu'on va se révolter contre la justice et qu'on va devenir un pays ingouvernable. À un moment donné, je suis complètement d'accord, on voit bien que tout le monde passe sur les fausses codes de la justice, que ce soit les Fillon, les Balkany, les Mélenchon, les Ferrand, enfin les Bayrou, les Sarnez. La justice fait son boulot. Et la justice a fait son boulot. Alors que ça ne plaise pas, qu'il y ait bien évidemment des appréciations de procédure, je le comprends, qu'il y ait bien évidemment des appréciations, des sentiments d'injustice. Moi, je vois bien sûr chez les Républicains, on trouve ce matin que c'est très injuste que le procès de François Fillon va avoir lieu dans le débat public une semaine avant les municipales. Je fais partie des gens qui trouvent que c'est vraiment pas bien. Enfin, je ne vais pas, parce que je trouve que c'est vraiment pas bien, dire que la justice le fait exprès. Enfin, faut arrêter tout ça, quoi. Moi, je pense que la réalité d'un homme politique, et moi, je suis très sensible au fait que je sois élu, on a une représentation de la République à respecter. Et Mélenchon, excusez-moi, il déconne. Parce qu'il a accusé, donc il a accusé. C'est aussi simple que ça. Il s'en est pris à Mme Belloubet, il s'en est pris à Éric Dupond-Moretti en disant qu'il était le pion. Il a dit qu'il était le pion d'Emmanuel Macron et de son épouse, et effectivement Dupond-Moretti a répondu, bien sûr, quand j'ai défendu Patrick Balkany, c'est Mme Macron qui était là, et quand j'ai défendu Cahuzac également. Il perd la mémoire. Un mot sur ce... Clairement, on a effectivement un certain nombre de populistes, parce que moi je me souviens aussi de l'affaire Le Pen qui était intéressante à ce sujet-là. On a des populistes qui s'attaquent soit à la police, soit à la justice, et qui effectivement de cette façon-là déstabilisent pour moi l'État. C'est pas uniquement la police ou la justice, c'est qu'on est en train de déstabiliser la République, on est en train de déstabiliser l'État, et donc il est important aujourd'hui que des responsables politiques jouent leur rôle de responsables politiques, notamment quand ils sont élus, et que la moindre des choses, c'est de soutenir au moins la police et la République, parce que je rappelle qu'il y a eu 48 suicides de policiers à ce jour. Et il y a un nom qu'on n'a pas cité, mais qui pourrait quand même aussi faire l'objet, qui a fait l'objet aussi des mêmes débats, c'est Nicolas Sarkozy, qui a aussi tenté de contester la légitimité des juges, la légitimité des procédures. Donc on voit bien que maintenant c'est devenu une ligne systématique. Un responsable politique est mis en cause par la justice. Ça devient un complot. L'indépendance de la justice et la légitimité des juges. Devient une mode, que ce soit par des groupements. Alors on le voit sur les ligues racialistes, sur différentes thématiques. La victimisation devient un mode de communication pour éviter de communiquer sur le fond des dossiers. Et il serait temps de communiquer sur le fond des débats plutôt que sur la forme. Sarkozy disait une petite chose très différente. Il a quand même pas remis en cause la personnalité. Il a remis en cause la véracité des preuves, ce qui est tout à fait audible. Je veux dire, on peut dire que... On va pas faire le débat. On va pas faire le débat sur Nicolas Sarkozy. Virginie Leguet, coup de gueule pour l'invisibilité de la grève au service des... coup de gueule ou coup de cœur, en fait, pour les deux. Pour les urgences qui sont en grève depuis bientôt 6 mois et qui, je le rappelle, en vertu d'un pouvoir de réquisition du personnel, travaillent, en fait. Donc c'est une grève que personne ne voit, c'est une grève que les Français soutiennent très largement, c'est une grève qui n'est prise au sérieux que par Madame Buzyn et pas par l'ensemble de l'exécutif, et y compris pas par Bercy. Et moi, je tire mon chapeau aux personnels qui continuent à travailler dans des conditions extrêmement difficiles, et je ne suis pas sûre que si la grève avait été effective, les choses n'auraient pas été beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Sauf qu'il s'agit de la santé de chacun, et que chacun estime que effectivement il doit être soigné quand il va aux urgences. Donc les urgences continuent de fonctionner, mais il faut voir dans quelles conditions, et je ne sais pas combien de temps cette grève peut durer. Il y a une autre grève qu'on ne voit pas, qui est du même format, c'est aussi la grève des pompiers, qui sont aussi sur le terrain à pied d'œuvre, alors qu'ils vivent une véritable crise, puisqu'il y a de moins en moins de pompiers de profession, et de moins en moins de volontaires aussi, parce que c'est extrêmement prenant et peu valorisant, étant donné la façon dont ils sont accueillis, notamment dans les cités, où ils reçoivent parfois des frigos sur la tête. Donc il faut aussi leur rendre justice et hommage, parce que c'est un métier qui devient de plus en plus difficile. Laurence, un coup de gueule?
Alors oui, un coup de gueule. Il s'agit des Locfin. Alors manifestement, pas grand-chose, pas grand monde autour de ce plateau connaît, et donc je pense que c'est important de mettre la lumière là-dessus. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit en fait de location de matériel de bureaux de longue durée qui s'adresse principalement à des professions libérales, artisans et commerçants. Et en fait, on se rend compte que les sociétés qui font ça, qui sont principalement des sociétés de crédit, arnaquent tout bêtement les artisans et commerçants, puisqu'on leur propose de louer par exemple des imprimantes. À la fin du contrat, l'imprimante, le commerçant leur a payé presque 50 000 €. Il n'a pas la possibilité de l'acquérir. Et pire, c'est que ces locations se font par de la visite au domicile ou dans les locaux de l'entrepreneur en question. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est ce qu'on appelle de la vente one shot. C'est-à-dire qu'au moment où la personne signe le contrat, elle n'a plus de possibilité de revenir en arrière parce que les sociétés qui leur font signer les contrats ne respectent pas la loi Hamon de 2014 qui oblige à un délai de rétractation. Donc, il va y avoir un projet de dépôt de loi pour aider à la protection de ces commerçants qui se retrouvent du coup dans de graves difficultés financières, qui est déposé par Virginie Dubé-Muller. Et il y a un recours qui a été déposé au tribunal de Saint-Étienne avec une audience le 19 novembre. Donc je voulais juste apporter mon soutien à cette association qui défend les artisans commerçants. Et je pense qu'il y a déjà 102 personnes qui sont parties civiles. Je pense que ceux qui ne se sont pas aujourd'hui fait connaître devraient se faire connaître parce que c'est inadmissible qu'on profite des professions libérales qui ont déjà du mal à vivre et à survivre pour en plus leur coller des crédits sur le dos. C'est dit. Franck, je vais vous donner la parole dans un instant parce que ça va nous amener sur notre prochain sujet. Moi, c'était un coup de cœur pour le groupe SOS. Il y a 26 000 communes rurales qui ont perdu leur bistrot. Et donc, ce groupe d'économie sociale et solidaire lance l'initiative 1000 cafés, c'est-à-dire un appel à projet qui a été ouvert à destination des 32 000 villages de moins de 3 500 habitants afin de créer ou de reprendre 1000 cafés en milieu rural. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Merci de parler de ça parce que ça fait partie du plan de rénovation des centres villages qu'on a mis en place à la région, qu'on va voter là dans l'hémicycle la semaine prochaine, qui est passé en commission hier. Je suis ravi que vous disiez ça parce qu'en fait on s'est rendu compte que si on n'aidait pas un peu, tout ça quand même meurt tranquillement. Donc dans la différence générale. On voit que dans des nombreux villages, moi le village dont je suis originaire, il y avait 4 cafés, il n'y en a plus qu'un. Les autres sont fermés. En grande couronne parisienne, vous allez dans le sud. Et ça crée du lien, ça crée du... Bien sûr. Et puis c'est surtout des centres-villes, enfin des centres-villages, on pourrait dire, qui n'existent plus autrement. Absolument. On va se retrouver dans un instant, on va parler des grèves et de votre coup de gueule qui y est lié dans un instant. À tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous jusqu'à midi, l'actualité, c'est évidemment les grèves. Ce sont les grèves, en particulier à la RATP. Franck Marguin, c'est un coup de gueule qui est en lien avec cette grève ? Oui, c'est un coup de gueule parce que si je ne sous-estime pas la galère des Parisiens et les difficultés qu'ils ont, et vraiment, toute l'Île-de-France est sans dessus-dessous, je voudrais aussi qu'on dise quand même que la ville change et que les moyens que les politiques ont mis en place pour que les grèves aient moins d'impact sont réels et personne n'en parle. Je veux par exemple parler des lignes automatisées où les gens quand même peuvent aujourd'hui avoir un peu accès à du transport. Je veux parler de... Pardon ? Il y en a 2. Il y en a 2, mais il y en a déjà 2. C'est la solution à la grève. Et je rappelle, et vous me coupez, mais je vous remercie Alexis parce que je vais embrayer là-dessus. C'était quand même la Société du Grand Paris et tout le programme qu'on a mis en place avec le président Sarkozy à l'époque sur cette transformation en fait de l'Île-de-France avec des lignes entièrement automatisées. Alors bien sûr, on me dirait c'est pas aujourd'hui, mais je voudrais dans mon coup de gueule dire quand même que comme je suis responsable de l'attractivité de l'Île-de-France, que l'on dise dans les radios et dans les journaux que cette région, elle fait aussi des efforts incroyables pour essayer de diminuer les grèves. Je voudrais aussi parler du télétravail. Nous, la région de France, là, dans l'agence que je dirige sur la région, on a quand même les 3/4 des employés aujourd'hui qui sont en télétravail. Je voudrais aussi parler quand même des covoiturages. Mon coup de gueule, il est important parce qu'en fait, on donne toujours l'image d'un pays qui est... C'est un coup de cœur pour la région, comme madame. C'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Je dis, attention, quand on donne l'image d'un pays qui est en grève ou d'une région qui est en grève, il faut aussi savoir parler à l'international en disant que cette région, elle vit.
Elle travaille et elle est quand même capable d'attirer des investissements. Bon courage pour la com. Alors après, c'est pour ça que je suis content de pouvoir en parler. Après cet exercice de promotion vigoureux, je voulais simplement dire qu'il est parfaitement exact que les effets de la grève sont beaucoup moins importants que ce qu'on pouvait imaginer et que c'est sans doute dû à tous les transports alternatifs qu'on met en place, mais bien sûr. Bon, je suis venue à pied aujourd'hui. La trottinette, le vélo. Non, attendez, je termine ma phrase. Je suis venue à pied aujourd'hui et j'ai eu l'occasion de traverser une grande partie de la ville et j'ai vu des vélos, des trottinettes, des gens qui avaient pris des baskets et je voulais dire simplement, pour le coup c'est carrément un coup de cœur, que finalement ça réduit l'impact négatif des transports publics. Alors ça ne concerne évidemment peut-être pas tous les gens qui habitent en banlieue et qui ne savent pas comment venir dans Paris. Mais à l'intérieur de Paris, d'ailleurs, la circulation était extrêmement fluide. Et quand on venait de la banlieue aussi. La circulation était fluide. Ça veut dire que les gens n'ont pas pris leur voiture. Les gens se sont organisés autrement. Je peux vous dire qu'en venant beaucoup plus tôt que vous, c'était la galère. J'ai mis une demi-heure de plus, n'habitant pas le centre de Paris. Moi, je pense que c'est la galère. Je reconnais que j'ai évité l'heure de galère. Donc je ne dis surtout pas que c'est pas la galère. Je dis que c'est la galère. C'est moins la galère qu'avant. Mais l'impact des grèves ne doit pas faire reculer, si vous voulez, les gens de venir s'installer en région parisienne. Voilà. S'ils en ont les moyens, pardon. Je parlais des entreprises qui doivent installer des sièges sociaux. Est-ce qu'on peut dire un mot pour faire le lien avec le service minimum? Oui. Parlons du service minimum, oui. Non, mais en fait, tout ce qui a été mis en place fonctionne. D'abord, l'entreprise a été prévenue du nombre de grévistes. Du coup, on a une information extrêmement précise des lignes qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Il y en a 10 qui ne fonctionnent pas. Je vous rappelle qu'il y a quelques années en arrière, on n'était pas foutu d'avoir la veille ou l'avant-veille dans le journal la liste des lignes qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Donc c'est quand même déjà un élément d'information. Et effectivement, c'est lié à des lois qui ont été votées. En revanche, l'idée que le jour d'une grève, il devrait y avoir tous les transports qui fonctionnent comme si de rien n'était, c'est une utopie. C'est une utopie. Personne ne dit ça d'ailleurs. Alors c'est une utopie qui arrivera le jour où il n'y aura plus que des transports automatisés, parce qu'effectivement ce jour-là, il faudra juste quelques opérateurs peut-être pour pousser les boutons. Mais là, on a 90% de grévistes. Donc quand on a 90% de grévistes sur un réseau de transport, même s'il y a une loi sur le service minimum, même s'il y a eu du dialogue social en amont, etc., pour essayer de limiter les impacts de la grève, évidemment les transports peuvent pas fonctionner comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, je le signale. Mais on peut pas laisser. Mais Alexis, je voudrais prendre la parole. Je voudrais finir. Oui, allez-y. On peut non seulement parfaitement le dire, et on peut même rappeler que le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Si l'objectif du service minimum, c'est d'effacer le droit de grève et faire comme si ça n'existait pas. Mais Alexis, pardonnez-moi, j'ai parlé tout à l'heure des urgences et du droit de réquisition des personnels. Pourquoi dans la loi de 2007, parce qu'il s'agit bien de la loi de 2007 qui a été mise en œuvre et fait voter sous le mandat de Nicolas Sarkozy, pourquoi n'y a-t-il pas cette réquisition obligatoire en cas de grève massive? Vous parlez du service... Attendez, laissez-moi finir. Vous avez pris la parole, on vous a pas coupé, laissez-moi finir. Vous parlez d'un droit de grève. Il est parfaitement exact, il est parfaitement légitime et il est parfaitement respecté. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y a des grèves à la RATP, parce qu'en l'occurrence c'est ça dont il s'agit, on n'oblige pas une partie du personnel à juste travailler pour assurer les transports des usagers. Pourquoi à chaque fois les usagers sont pris en otage? C'est exactement la différence que je ferais, et j'en termine, avec les urgences, qui répondent effectivement à une nécessité absolument indispensable, qui est de soigner les gens. Là, il s'agit de les transporter. Ça ne devrait pas avoir de réglementation différente. La loi de 2007, qui ne s'appelle pas d'ailleurs la loi sur le service minimum, s'appelle la loi sur le dialogue social, mais elle ne prévoit pas, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de service minimum aujourd'hui de réquisition. Alors moi, je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, je rappelle que nous avons un contrat signé entre la région et la RATP pour assurer un service minimum. Donc, de toute façon, ce service minimum, il nous est dû. Et Madame Pécresse, ce matin, a dit qu'elle ne paierait pas. Était absolument remontée. Et là, pour le coup, je la soutiens complètement. À un moment donné, on remplit les contrats qu'on signe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous rappelle aussi que les gens qui sont impactés par la grève sont les gens qui sont comme les gens de la RATP, qui ont des petits salaires, qui ont des boulots durs, qui sont aussi à travailler le week-end pour certains d'entre eux, qui n'habitent pas Paris Intramuros, mais qui, eux, ont déjà la retraite à 62 ou 65 ans, et à 62, pardon, et qui l'auront certainement à 65, 67, parce que on voit très bien se profiler l'idée, de toute façon, de travailler plus longtemps. Je pense que s'il me dit filage, pas là, c'est pas le sujet, mais on sera tous obligés de travailler plus longtemps. La réalité, c'est que déjà aujourd'hui, l'âge de départ moyen est
Et plus tard, absolument. Plus tardif que l'âge légal. Je ne vois pas pourquoi on n'assurerait pas un service minimum qui est dû dans un contrat pour des revendications, mais complètement légitimes. Moi, je suis complètement d'accord à ce que l'on défende ces droits, ces systèmes qu'on a négociés au travers de l'histoire. Je ne suis pas là à dire que tous ces gens-là ont tort. Je suis là à dire que la manière dont ils ont de défendre leurs droits est scandaleuse pour des gens qui sont dans leurs mêmes conditions, voire beaucoup plus difficiles, sur le plan salaire, sur le plan travail, sur le plan conditions de vie, et qui, eux, partent déjà à 63 ou 65 ans. Voilà. Et je suis scandalisé que le service minimum qui nous est dû, je rappelle, qui nous est dû à la région, ne soit pas appliqué. Allez, on se retrouve dans un instant, Laurence Marchand-Taillade. On va vous entendre sur ce sujet du service minimum, et puis on va parler du fond du dossier, en finir avec les privilèges des régimes spéciaux. Tout le monde aligné sur le même régime. À tout de suite, 0826 300 300. On est ensemble avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, le débat est très animé. Je peux vous dire que pendant la pub, la tension est montée sur le service minimum. 0826 300 300. Laurence Marchand-Taillade, on vous a pas entendu. On parlait pendant la publicité, on va refaire le débat, c'est-à-dire de savoir évidemment que les gens de la RATP ont le droit de faire grève. Sauf que pourquoi on met pas en place un service minimum, pas un service maximum, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui assurent le service à la RATP. Ceux qui veulent faire grève font grève, mais que le service soit pas perturbé. Laurence Marchand-Taillade. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contester le droit de grève, et effectivement, il faut que ce droit puisse perdurer, et il faut aussi que les syndicats retrouvent aussi toute leur place dans ce genre de questions. La deuxième chose, c'est que il y a un contrat commercial à assurer, et il y a aussi un contrat moral à assurer vis-à-vis des usagers, parce que il est inadmissible que quelqu'un qui travaille dans le secteur privé se retrouve dans l'incapacité d'aller travailler, dans l'incapacité de se rendre à un entretien d'embauche, parce que il est inadmissible aussi de gêner l'activité et les ressources des individus. Et en l'occurrence, la RATP, son rôle, c'est de trouver le moyen de pallier à cette difficulté salariale. C'est pas forcément en réquisitionnant des salariés de la RATP ou de la SNCF quand c'est la SNCF, mais c'est de trouver par des tierces le moyen de faire fonctionner les voies de circulation. C'est par exemple, j'imagine, puisque on a décidé de remettre en place le service universel, le service militaire universel, c'est peut-être d'imaginer que parmi les personnes qui sont formées au service militaire universel, eh bien on pourrait susciter des vocations pour plus tard éventuellement intégrer ces entreprises publiques, et en tout cas former les gens à pouvoir rendre service au sein de la RATP et de la SNCF. Ça permettrait de préserver le droit de grève, puisque ce droit de grève effectivement est constitutionnel, mais en même temps d'éviter que les usagers d'une certaine façon soient pris en otage par une petite poignée de personnes qui défendent aujourd'hui des privilèges, mais on y reviendra, par rapport à d'autres qui sont déjà dans des conditions vis-à-vis de la retraite, de l'emploi, du chômage, défavorisées. Ouais. Bon, alors moi je voudrais dire plusieurs choses là-dessus. Tout d'abord, je trouve difficile le mot privilège. Moi je ne suis pas du tout, en tant qu'élu de droite, en train de parler de privilège. Je suis en train de parler des gens qui ont, au travers des années, obtenu des droits. Et qui sont des droits qu'ils ont obtenus chèrement, et ces droits, si on doit les remettre en cause, et c'est tellement ce que va faire la loi, il faut les remettre en cause avec eux. Il y a beaucoup de manières de remettre en cause les droits. Par exemple, on peut imaginer que les conducteurs de RATP aient des primes, des bonus de pénibilité, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est dans les bureaux de la RATP doit partir à 55 ans, de la même manière 52, que le chauffeur du 52, que le chauffeur de la rame qui doit lui partir à 50 ans. Ce que je trouve injuste, et moi j'aime la justice, c'est que sein d'une même entreprise, vous avez l'injustice. Pourquoi comme l'a dit le Premier ministre hier, pour le coup, il avait raison, les chauffeurs de bus de Bordeaux ou de Lyon n'ont pas les mêmes droits que les chauffeurs de bus de Paris. En fait, on est dans un système qui a été construit avec le temps, où les choses étaient beaucoup plus dures que maintenant, qui étaient beaucoup moins faciles que maintenant, beaucoup moins claires et beaucoup moins transparentes, et qui aujourd'hui est ouvert sur un très grand nombre d'injustices. Donc, on ne doit pas, parce qu'on veut régler les injustices, condamner des gens qui, je le répète, ont besoin de faire vivre leur famille, nourrir leur famille, et les empêcher d'aller travailler, parce que on est en train de remettre sur la table tout un système qui était très ancien, qui a été vraiment obtenu chèrement, mais qu'on doit aujourd'hui remettre au goût du jour, à l'aube de la modernité. Je ne vois pas pourquoi on dirait à des gens qui conduisent des rames, oui, vous travaillerez autant. Non, il n'y a qu'à inscrire dans la RAP la pénibilité. Enfin, il peut y avoir des tas de mesures techniques faites par le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir un système de retraite juste et universel. On a Philippe en ligne avec nous. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour. Alors moi j'ai un peu, comme on dit, l'expression le cul entre deux chaises, parce qu'en fait, si vous voulez, moi je suis pour la défense du système social français qui a été acquis, comme disait votre intervenant, par des luttes. Alors par contre, quand je vois tout de suite la CGT ou d'autres syndicats, notamment à la RATP ou à la SNCF, qui défendent, qui se mettent en grève pour défendre ce système. Effectivement, là, tout de suite, j'ai un repoussoir, puisque je me rappelle très bien, au soir la veille du deuxième tour, qu'ils avaient appelé à voter Macron tous ensemble. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est que, en fait, je vois pas pourquoi on irait chercher cet argent qui nous manque dans la poche des retraités, en sachant que la semaine dernière, on nous a affirmé qu'il y avait 3 millions de centenaires, 1,8 million de cartes de sécurité sociale qui étaient fausses, donc que ça engendrait à peu près entre 15 et 20 milliards dans la fourchette basse par an d'argent en manque. Donc moi je pense que au lieu d'aller chercher dans la poche des retraités, il n'y aurait même pas de réforme des retraites si on arrivait à récupérer ces 15 à 20 milliards par an. On ne parlera même pas de réforme puisqu'on les injecterait directement. Ouais. Donc moi, allons chercher l'argent où il est. Où il est fraudé, où il y a beaucoup d'argent qui sont fraudés, des milliards et des milliards, des centaines de milliards par an. D'après certains spécialistes, on estime que la fraude en France, sur les 750 milliards du système social français, 5 à 6% est fraudé. Donc calculez vous-même. Donc moi, je suis pour la défense du système et allons chercher l'argent, pas dans les poches des retraités, mais là où il est fraudé, là où certains s'en mettent plein les poches. Voilà. D'accord, merci Philippe. On vous entend, beaucoup de gens pensent effectivement comme vous. Alexis Bachet. Je pense que beaucoup de gens sont partagés, oui. Ouais. Parce que on peut très bien penser qu'il faut réformer les régimes spéciaux parce qu'ils datent ils datent de 50, 70 ans. On peut très bien partager cette idée et en même temps ne pas forcément être d'accord avec les propositions du gouvernement et sur la réforme d'un passage d'un système par répartition à un système par points où les gens ont très bien compris ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va baisser les pensions encore un peu plus et augmenter peut-être les durées de cotisation. Donc les Français peuvent très bien se dire oui, il faut plus de justice parce que les régimes spéciaux, ils sont hérités de l'histoire, ils ont peut-être plus aujourd'hui la même raison d'être, donc de toute façon ils vont être réformés, mais en même temps ils peuvent se dire à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des gens qui défendent la retraite par répartition parce que c'est aussi ça qui est dans les mots d'ordre et qui disent non, même s'ils défendent leur précaré, en même temps, ils portent aussi une certaine vision de la solidarité. Et donc, c'est pour ça que je trouve que avoir des mots extrêmement durs et et taper sur les grévistes en disant ils prennent en otage, c'est pas bien, etc. Et ils font un service minimum. Il faut choisir à un moment donné. On considère qu'il y a des luttes qui sont légitimes. Mais je vais poser une question. Naïf, vous parlez d'égalité, vous parlez de solidarité. Est-ce qu'il y a une solidarité quand on part à 52 ans en retraite, quand d'autres partent à 65 ans ? J'ai déjà répondu à cette question sur, à mon avis, la nécessaire réforme des régimes spéciaux. Mais là, c'est pas le sujet. Là, ce qu'on met en cause, c'est la légitimité de droit de grève. Là, on est passé au deuxième sujet. Là, on est passé au deuxième sujet. Vous interrompez une seconde, c'est tout à fait le sujet. On est passé au deuxième sujet. En grève parce qu'elle défend son service spécial face au régime spécial. Mais bien sûr que oui. Aussi la retraite par répartition. Vous avez mal lu les déclarations des différents responsables syndicaux. Mais par ailleurs, Virginie, si vous étiez à la place d'un conducteur de la RATP, que vous bénéficiez d'un certain statut, je suis certain que peut-être vous le défendriez parce que vous avez envie de le garder, même si vous pensez que par rapport à ne parlez pas si fort, on vous entend bien. Oui, je veux dire. Donc, je suis à 1 mètre de vous, je vous entends très bien. Je parle pas fort, mais je dis simplement. On a une auditrice qui dit vous opposez salaire du privé, salaire du public divisé pour mieux régner. Pourquoi le privé ne ferait pas grève aussi ? Car la retraite par points va léser tous les salariés. Absolument. Et ça peut arriver. Et puis je rappelle quand même une règle essentielle, c'est que dans le service public, la retraite se calcule sur les 6 derniers mois. Dans le service privé, elle se calcule sur l'ensemble de la carrière. Là aussi, il y a une inégalité. Il y a une injustice. Il y a une injustice et il y a un danger. Alors effectivement, comme le disait Alexis tout à l'heure, il y a un danger parce que quand on passe d'un système de répartition, qui est plutôt un système de solidarité, à un système par points, il y a un certain nombre d'inconnus. Moi, l'inquiétude que j'ai,
Pardon, j'ai avalé un chat en cours de route. L'inquiétude que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on se retrouve avec le même système qu'avec la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, on nous disait c'est super, on a un super régime de protection sociale parce qu'il ne reste que 18 € à charge des personnes après remboursement. Sauf qu'en réalité, une grande partie des remboursements, près de 25%, sont pris en charge par les mutuelles. Moi, ma crainte, c'est qu'en réalité, avec ce nouveau système de prise en charge des retraites, on aille favoriser justement ceux qui décident d'avoir une retraite par capitalisation. Absolument. Pour donner une importance de plus en plus prégnante sur les retraites, et que finalement ceux qui soient favorisés sont ceux qui sont capables d'investir dans du capital, dans un nouveau système de retraite qui ne sera plus un système de solidarité intergénérationnelle. Et là, effectivement, on risque de rentrer dans un système beaucoup plus privatisé et qui va, une fois de plus, fragiliser les plus pauvres. Donc, effectivement, il faut être vigilant à cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réformer les régimes parce que, effectivement, 42 régimes de retraite différents, c'est inadmissible parce que, ils ont été mis en place à un moment où les conditions de vie n'étaient pas les mêmes. Quand on prend les conditions de vie, les conditions de travail des cheminots où on leur prévoit des primes au charbon alors qu'il n'y a plus de charbon dans les trains depuis très très longtemps, il semble évident que la longévité d'un cheminot au début du XXe siècle et aujourd'hui n'est pas la même, et donc il est normal de réformer aussi. Il est normal aussi de réformer ce régime. Mais moi je pense que de toute façon la loi doit s'adapter à la réalité. Et là, il y a une chose qu'il faudrait quand même pas oublier dans ce débat, c'est que moi, je suis mais vraiment arc-bouté sur le maintien de la retraite par répartition. Je pense que là, le gouvernement l'a bien compris. S'il n'a pas compris, à mon avis, ça va aller très mal. Et deuxièmement, je suis bien évidemment complètement logique et complètement conscient qu'il va falloir travailler plus longtemps. Moi, je vais vous donner un exemple. Je veux dire, quand on a passé la retraite de 65 ans à 60 ans, faut pas oublier quand même qu'on travaillait jusqu'à 65 ans. En 81, l'espérance de vie était à moins de 80 ans. Elle était à 72 ou 73. Oui, mais c'est pas et maintenant, le problème. C'est le taux d'employabilité des 55-64 ans. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît. Merci. Je finis mon débat. Et je dis qu'aujourd'hui, on a pratiquement augmenté 10% de 10 ans l'espérance de vie. On ne peut pas rester sur des systèmes où on a perdu 15 ans. Il faut quand même payer pendant 15 ans. Mais comment on travaille ? Moi, je vous pose la question. Comment on travaille quand on a 55 ans et qu'on est au chômage ? Alors, j'y viens. On a un souci dans ce pays, c'est d'organiser de la flexibilité du temps de travail. Mais est-ce qu'on fait pas ça ? Est-ce qu'on fait pas ça avant de reculer l'âge de la retraite ? Comment vous pouvez imaginer que dans une entreprise aujourd'hui, on préfère se séparer de gens qui ont 58 ans, parce que c'est la réalité. Plutôt que de leur donner des mi-temps. Pourquoi ? Parce que les mi-temps coûte beaucoup plus cher. 2 mi-temps coûtent beaucoup plus cher qu'un plein temps. Mais on parle même pas de mi-temps. On parle de virer les gens de plus de 50 ans et de prendre des gens de 25 ans. À 55 ans, il y a près de 40% des gens entre 55 et 64 ans qui n'ont pas d'emploi. Donc avant de demander aux gens de travailler davantage, il faut déjà trouver le moyen de les embaucher. On ne peut pas prendre ce débat, vous avez entièrement raison, sans se faire l'avocat de qu'est-ce qu'on fait pour recréer de l'emploi. Et ça, c'est pas parce qu'on a un problème d'emploi dans ce pays. Je vous rappelle quand même que nos voisins, que ce soit les Allemands, les Hollandais, les Anglais, ont des taux de pourcentage de chômage de l'ordre de 3,5%. Travailleurs pauvres, oui. La réalité, c'est bien qu'on ne sait pas traiter le problème du chômage chez nous. Donc, si on veut faire un débat sur ce plateau sur le chômage, je suis prêt à le faire. Mais les deux sont concomitants. Les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas demander aux gens de travailler plus longtemps, alors que le chômage des seniors explose. Mais on ne peut pas demander à ceux qui travaillent de payer des systèmes de retraite qui vont les ruiner parce qu'on a trop de chômage. Il faut aussi être un peu cohérent. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien réformer. Si on baisse le taux de chômage et que finalement on calque notre modèle sur le modèle allemand ou sur le modèle américain, je rappelle qu'on a un certain nombre aux États-Unis de travailleurs pauvres qui sont obligés de cumuler les emplois. Puisqu'on fait des stagiaires à 400 € par mois. Et qu'on a aussi un certain nombre de retraités aux États-Unis comme en Allemagne qui sont obligés de travailler pour pouvoir aller au bout de leur retraite. Qu'est-ce que vous faites avec les livreurs de Deliveroo ? Mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'effectivement on est en train de favoriser un système qui n'est pas normal. Je voudrais faire une petite réflexion sur notre système actuel. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron s'est engagé à modifier complètement le régime des retraites pour en faire un régime à point sur la foi d'informations qu'il avait pendant la campagne présidentielle qui venaient du corps. Or, il semble que ces mêmes informations aujourd'hui aient été totalement démenties et que le régime actuel soit à l'équilibre, ce qui rend difficilement défendable la position qui serait de tout changer. Autre interrogation qui me paraît très importante, et je ne sais pas d'ailleurs comment l'exécutif va y répondre, la valeur du point pourra varier d'une année à l'autre et personne n'aura la main sur la valeur du point, sauf
l'exécutif. Ce qui veut dire que le point pourrait servir de variable d'ajustement au cas où les recettes... ça, c'est très grave. Oui, mais c'est le système. C'est ce qui est proposé actuellement. C'est le système. Attendez, on n'a pas voté. Et j'en termine. C'est le système projeté. Et c'est vrai que c'est une inconnue qui est extrêmement angoissante pour les salariés qui ne pourront pas prévoir à l'avance, et même sur une durée un peu longue, quelle sera leur retraite. Non, Alexis, pardonnez-moi, les gens ne sont pas en grève à cause de ça. Aujourd'hui, la RATP est en grève parce qu'elle veut défendre son régime spécial. Ça n'a rien à voir avec la réforme que vous venez de décrire. Non, elle refuse que son propre régime et la réforme. Allez, on se retrouve dans un instant. On va dire quelques mots encore quand même de Richard Ferrand, donc soutenu par la majorité. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Suite de l'affaire Ferrand. Richard Ferrand donc se maintient au perchoir. Il a officiellement reçu le soutien de la majorité malgré sa mise en examen. Le Premier ministre l'a assuré de son amitié hier soir. On a pu entendre, vous avez peut-être entendu à 10h, c'est Quotidien, l'émission Quotidien qui a relevé tous les éléments de langage. 1, la présomption d'innocence. 2, c'est un chic type. 3, il a été élu. 4, je ne sais plus ce que c'était. Enfin, il y avait une fiche Bristol très précise. Ça pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que ces explications, ces justifications sont audibles ? Et puis, d'un autre côté, est-ce que la loi sur les mises en examen qui doivent démissionner n'est pas trop compliquée à maintenir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a quelque chose qui est amusant dans la bouche du Premier ministre. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la bouche d'Édouard Philippe, c'est que il y a quelque temps, il a tweeté, Édouard Philippe, en disant si Richard Ferrand est mis en examen, évidemment, il devra quitter ses fonctions. Bon, c'est amusant. C'était quand il était au gouvernement. C'était il y a longtemps. Enfin bon, aujourd'hui, il est mis en examen. Ouais, alors maintenant, intéressons-nous. Je trouve que c'est encore pire. C'est encore pire parce que oui, mais c'est encore pire. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, il a fait campagne sur la probité. Bon. Et quand on fait campagne sur la probité et puis qu'on se retrouve à soutenir un certain nombre de personnalités, parce qu'il y a eu Richard Ferrand, il y a eu Sall, il y a eu on en a eu un paquet quand même. On a eu Benalla, Nyssen, De Rugy, El Guerab. Enfin bon, la liste est assez longue. De Rugy, il est parti. Il était dans la même position. Il était même pas mis en examen. Donc, je veux dire, à un moment, soit on dit qu'on est pour la moralisation de la vie politique, on fait voter une loi et on va jusqu'au bout, puisqu'à la base, il était sujet de faire voter une loi où on interdisait à toute personne qui avait un casier B2 non vierge de se présenter à des élections. Finalement, la majorité a reculé sur ce casier B2 pour des raisons qui les regardent, mais je pense que c'était une erreur. Et finalement, on arrive au stade où on soutient des personnes, ou alors on promet des personnes, puisque ça a été le cas d'Agnès Sall, dans des postures alors qu'ils ont été condamnés. Donc moi, c'est un problème dans le sens où c'est le problème de moralité du politique. Moi, je vais vous dire une chose, c'est un problème pour moi de respect de l'argent public. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je pense que cette affaire, je ne suis pas juge, je ne la connais pas complètement. Je vois qu'effectivement, il y a des irrégularités, mais c'était quand il était dans une entreprise privée avec un certain nombre d'agissements où il profitait peut-être d'une position pour avoir influencé. Michel de Bretagne. Il a été prise illégale d'intérêt. Voilà, prise illégale d'intérêt. Tout ça, c'est le passé. Moi, je voudrais parler des conséquences pour les Français. Quand vous êtes mis en examen, vous allez donc constituer un dossier de défense. Vous allez donc passer des heures et des heures et des heures et des jours entiers avec vos avocats, avec des spécialistes pour constituer votre défense. Ce temps-là ne pas réservé du coup à l'Assemblée nationale. Et moi, je trouve qu'il est inadmissible que ce président de l'Assemblée nationale, comme tous les présidents, soit payé par les deniers publics des Français, et on le paye avec nos deniers publics le temps qu'il consacre à sa défense. Donc il faut qu'il se mette entre parenthèses, ou qu'il déduise le nombre de jours qu'il travaillera à présenter son dossier. C'est quand même inadmissible que l'on paye des gens à se préparer leur dossier de défense avec les données de l'État. Et moi, j'en veux énormément à ce gouvernement et au président de la République et au Premier ministre qu'ils n'appellent pas une bienveillance sur les deniers publics des Français. Voilà. Alors, donc il faut qu'ils s'en aillent provisoirement au moins. Alors visiblement en coulisses, les gens sont beaucoup moins soutiennent beaucoup moins Richard Ferrand, et certains disent aucun pays du monde il ne pourrait rester. La promesse d'exemplarité, l'image de l'institution devrait primer sur la solidarité au sein du clan Virginie. Alors je dirais 3 petites choses. Président de l'Assemblée nationale, c'est le 4e personnage de l'État. Ouais. C'est la première fois qu'un président de l'Assemblée nationale est mis en examen.
examen. Et je suis un peu surprise de voir disons, la philosophie à géométrie variable qu'adopte l'exécutif, selon qu'il s'agisse de François de Rugy, qui était effectivement isolé, mais qui n'a jamais été mis en examen et qui a démissionné, contraint et forcé probablement, mais démissionné, ou selon qu'il s'agisse de Richard Ferrand, qui est un très proche d'Emmanuel Macron, qui lui s'est gré d'avoir été un des premiers à l'avoir soutenu et qui ne prend pas de décision importante sans en parler avec lui parce qu'il a confiance en lui. Et je trouve que ça, c'est gênant et que ça renvoie à l'opinion publique une image de il y a mes amis, il y a ceux qui sont moins mes amis, il y a ceux que je défendrai, ceux que je défendrai pas. Moi, il me semble gênant par les temps qui courent, surtout quand on a promis une République exemplaire, de maintenir en poste un président de l'Assemblée nationale, même s'il a été élu par les députés, qui est un des arguments d'ailleurs de l'exécutif qui me paraît un argument surréaliste, qui dit « Ah, mais c'est pas nous qui l'avons nommé, il a été élu par les députés. » Mais les députés de la majorité, ils ont obéi à ce qui leur semblait être ce qu'on leur proposait. Et ils n'ont pas pris une décision révolutionnaire de choisir quelqu'un qui n'était pas, disons, dans la ligne de l'exécutif. Donc le vote des députés, il a été franchement téléguidé. Ouais. Et je trouve cet argument extrêmement surprenant et je trouve gênant. Quand on se souvient de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, je trouve gênant qu'aujourd'hui il soit aussi élastique dans sa façon de faire, selon que ça soit l'un ou les autres. Est-ce qu'il va pouvoir tenir ? C'est aussi la question. Ça va dépendre de l'opinion publique aujourd'hui, mais je trouve que ça bouge pas tellement par rapport à l'affaire de Rugy. Il y a eu beaucoup de choses hier, aujourd'hui un peu moins. D'abord, on n'est qu'au début. Ouais. La mise en examen, elle a été prononcée hier, donc c'est difficile en 24 heures ou en 48 heures de savoir comment les choses vont cheminer. Ce qui est sûr, c'est que d'ores et déjà, il y a un énorme malaise. Il y a un énorme malaise dans la majorité, il y a un énorme malaise, évidemment pas forcément dans le pays, parce que Richard Ferrand est pas connu autant que d'autres personnalités politiques, mais dans le régime actuel, effectivement, c'est un très proche d'Emmanuel Macron. Et ce que les Français vont comprendre, même s'ils s'intéressent pas aux détails, c'est qu'il vaut mieux s'appeler Richard Ferrand ou Alexandre Benalla, que François de Rugy. Parce que Virginie a dit à peu près ce que je voulais dire, mais je le redis d'une autre manière en essayant de creuser dans cette direction. Sûrement mieux. C'est qu'on a l'impression qu'il y avait des principes, la probité, l'exemplarité, etc. Et puis après, il y a l'exercice du pouvoir et la réalité de l'écart entre ces principes qui étaient au cœur effectivement de la campagne Emmanuel Macron et qui s'appliquent en fait de manière tout à fait irrégulière. C'est plus drastique pour un François de Rugy qui n'est pas proche d'Emmanuel Macron. Et ne parlons pas de la démison de Sylvie Goulard, de Sylvie Goulard, François Bayrou et Marie-Hélène Farnèse, qui aucun des trois n'était mis en examen quand ils ont démissionné. Certains ont été écartés très rapidement, au nom même pas d'une mise en examen ou d'une procédure, mais par un principe de précaution parce que la presse avait révélé des choses. Et là, on a une procédure judiciaire qui s'enclenche, donc c'est plus simplement... Oui, c'est pas... on a pu entendre Aurore Berger dire c'est pas Anticor qui fait la loi. Non, mais il y a un juge d'instruction qui a mis en examen Richard Ferrand. Il faut qu'Aurore Berger fasse campagne là-dessus de prochaines élections législatives, qu'elle aille voir ses électeurs en disant... Anticor, on s'en fiche. Les suspicions de corruption, on s'en fiche. Quand on est élu, on fait ce qu'on veut. Parce que finalement, ça revient à ça. Ça revient à dire, écoutez, il a été élu président de l'Assemblée, vous voyez. Hein, il y a même des députés ou des gens de la Macronie qui ont dit, mais quand les électeurs ont voté pour lui en juin 2017, on savait déjà qu'il avait commis ces faits. Alors là, je dois dire que c'est un argument qui est exceptionnel. C'est-à-dire de dire, c'est un peu ce que Balkany dit depuis 20 ans, comme je suis réélu à chaque élection, en gros, je peux frauder, je peux tricher, je peux faire ce que je veux, de toute façon les électeurs sont au courant et ils votent quand même pour moi. Bah non, la République, c'est pas ça. Voilà, la République, c'est pas ça, et la République exemplaire, c'est encore moins ça. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera ici avec vous. 0826 300 300, vous connaissez le numéro pour converser, dialoguer avec André. Et nous, on se retrouve lundi. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Demain, vous retrouverez Philippe David pour la matinale. Très bon week-end.